Bienvenue à tous dans la deuxième partie de votre émission Que dit la presse. Nous sommes le 28 août 2024. Mesdames et messieurs, nous sommes en studio ce matin avec deux confrères, Charles Ronvaux de la radio scolaire et éducative. Bonjour Charles Ronvaux. Bonjour Edouard Yansounou, bonjour à tous les amis qui sont à l'écoute. Également Crévis Sotoou de la radio Bénéculture. Crévis Sotoou, bonjour. Edouard Yansounou, bonjour à chers internautes de Crystal News. Nous commençons le décryptage de ce matin avec Info Matin qui nous placade en manchette. Examen du permis de conduire session d'août 2024 des fraudeurs épinglés à Ouidah. Preuve de la fluidité et de l'efficacité du système de contrôle et de coordination de cet examen. Avant d'aller dans les détails de ce que le journal nous propose à ce sujet, on va quand même dire, quand on parle de fraude en termes de permis de conduire, Ouidah ne serait pas la seule ville où cela se fait, Crévis Sotoou. Non, mais écoutez, je crois que ce sont pratiquement les mêmes personnes qui ont donc les écoles de formation donc en conduite qui se retrouvent un peu partout. Vous verrez donc une seule personne qui détient donc qui a créé donc des écoles un peu partout au Bénin, parce que son métier, c'est du business pour lui, et s'il a les moyens, donc il peut en avoir jusqu'à 3-4. C'est pas ce que la législation a dit en la matière. Et donc je crois que Ouidah fait partie du Bénin et ça fait longtemps que cela date. Vous verrez des gens qui en temps n'ont jamais été donc en composition, mais qui sort avec le permis de conduire parce que en temps ils ont suivi tel chauffeur ou tel conducteur de taxi, comme ils ont eu la chance d'avoir donc le volant pour 2-3-4 mois, et ils peuvent donc conduire sur une petite distance. On se dit déjà qu'on sait conduire, et ce qui reste à faire, c'est d'aller voir donc un promoteur d'auto-école et c'est parti, on détient déjà son permis. Ça a duré jusqu'à ce que ce régime n'arrive. Et ce régime donc a décidé de structurer un peu les choses. Mais vous savez, quand on veut refaire certaines choses, ça prend du temps. Détruire, c'est rapidement. Mais refaire, ce n'est pas donc la même chose. Et je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le gouvernement est en train de mettre les moyens sur place pour qu'on puisse véritablement corriger le tir. Mais ça va prendre du temps. Il y a certains qui vont toujours continuer à travailler dans l'ombre dans ce sens. Donc, pour moi, je crois que c'est un peu partout au Bénin, que ça soit donc au sud, au nord, au centre, à l'ouest, à l'est. Donc, il revient véritablement d'abord à ce que les promoteurs d'auto-école prennent conscience du danger. Il revient également à ces citoyens qui veulent avoir coûte que coûte le permis de conduire, de prendre également conscience de la chose pour savoir que tel qu'ils mettent la vie de nos concitoyens en danger, c'est la même manière que eux aussi qui doivent être au volant mettre leur vie en danger. Charles Ronvaux, c'est à croire qu'on ne mesure pas le danger qu'on court en octroyant si facilement, de manière frauduleuse, les permis de conduire aux uns et aux autres. Je pense que si vous observez un peu ces derniers temps l'actualité liée au déplacement, sinon à la sécurité, à la circulation dans les rues, vous allez constater comme tous les Béninois que des cas d'accident deviennent de plus en plus fréquents. Et là, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. C'est vrai que oui, la population évolue, la population s'agrandit presque tous les jours. Les voies deviennent de plus en plus restreintes, oui. Néanmoins, il n'y a que le respect du code de la route laisse un peu à désirer. Et maintenant, le cas que vous évoquez, je pense que il ne faut pas perdre ça de vue, à savoir que ceux qui conduisent ces véhicules-là sur nos voies, sur les voies publiques, ils ont quelle qualification? Et vous venez d'évoquer le cas de la fraude au niveau de l'octroi, sinon de l'examen du permis de conduire. Je pense que c'est assez grave, c'est assez préoccupant que des gens
On parle d'un chauffeur, on parle du conducteur qui aura à bord d'un véhicule plusieurs vies et que des citoyens béninois, fut-ils responsables ou moniteurs d'auto-école, se mettent dans ce rôle-là pour frauder et leur octroyer un diplôme, à savoir le permis de conduire dans la fraude, je pense que c'est un crime qu'il faut combattre. Puisque il y a des gens qui vont se rendre dans les rues avec leur véhicule et pour conduire des gens, pour emprunter une voie qui est empruntée également par plusieurs personnes. Vous voyez, le bon sens recommande qu'à ce niveau-là, qu'on ne soit même pas derrière ces moniteurs-là, ou ces éducateurs, ou ces examinateurs-là. Parce qu'il s'agit ici des vies. Et de quelle vie s'agit-il? Personne n'est épargné. À compter même avec, sinon à partir même du moniteur. Chaque jour que Dieu fait, nous empruntons quand même une voie. Et sur une voie, il y a au moins une moto, il y a une voiture. Mais si on met la fraude, si on fraude pour octroyer ces diplômes-là, c'est dire que nous sommes tous exposés à ce danger-là. Parce que celui-là que vous avez autorisé de façon officielle à conduire le véhicule, alors qu'il n'est pas détenteur de façon officielle du diplôme, et donc, il se jette dans les rues, il peut créer le danger partout. Si ce n'est pas vous-même, ça peut être un proche à vous, ça peut être votre enfant, c'est comme ça. Et ça revient à dire que en temps normal, on ne devrait même pas faire la chasse, on ne devrait même pas faire des contrôles à ce niveau-là. Mais mieux, il y a contrôle parce qu'il faut reconnaître que à ce niveau également, il y a eu des réformes engagées par le gouvernement. À savoir que désormais pour passer cet examen-là, ce n'est plus comme par le passé, c'est sur le téléphone portable et les dispositions prises font que vous ne pouvez même pas tricher. Parce que c'est aussitôt que vous composez là, que vous lancez, que vous avez même votre résultat en même temps dans les minutes à suivre là, sur les lieux. Vous ne rentrez même pas avant d'avoir le résultat. C'est-à-dire que voilà une réforme que le gouvernement a engagée pour nous permettre, pour nous sécuriser. Néanmoins, les humains que nous sommes, nous ne manquons pas d'idées, nous ne manquons pas d'initiatives pour contourner. Et c'est là que je trouve qu'il y a un problème de conscience qui se pose au niveau de ces personnes-là. On va les arrêter. Crévis vient de dire que ce n'est pas Ouida seul. Oui, récemment à Porte-Nouveau, on en a connu également. Au lycée Bianzin, où des gens sont en train de, en pleine séance d'examen, les gens étaient en train de frauder. Et donc, depuis Cotonou, depuis Palais, pour ce qu'on nous a dit, les gens suivaient les choses de près. Ils sont venus directement là. On a arrêté le monsieur, direction commissariat et après prison. Il est déjà sorti maintenant. Il est retourné dans le secteur. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne continue pas? Et qu'est-ce qui prouve qu'il est le seul dans ce secteur-là à frauder? Vous voyez? Donc, c'est des vies humaines qu'ils mettent en réalité en danger. À ce niveau-là, il vaut mieux appeler à la conscience de ces personnes-là, à savoir que c'est des vies des humains qu'ils mettent en danger. Je pense que c'est un peu mauvais. Crévis Soto, malheureusement, on ne retrouve pas l'article qui aborde la question, mais Charles Renvoc revient sur les cas de rançonnement, de corruption, on va dire, de la part de ces moniteurs-là, de ces responsables chargés du suivi de ceux qui doivent passer des candidats à l'examen de conduire. Mais malgré tout le dispositif mis en place, ça continue encore. Oui, ça continue. Tel que Charles a dit, tout ce qui est déployé comme réforme à la base pour donc limiter les conséquences de la chose, je crois que ce sont les hommes qui ont réfléchi à donc mettre en place tous ces moyens-là. C'est ça le problème. On vous dira que tout ce que l'humain fait n'est pas parfait à 100%. Vous voyez, c'est ça au fait, donc le numérique. Qui est-ce qui a mis le numérique en place? Qui est-ce qui a créé cette idée? C'est toujours l'humain. Et les gens ne manquent pas d'idées pour effectivement contourner les choses. Et c'est ce qui se passe au fait. Est-ce qu'on peut donc opérer des réformes dans un secteur donné sans impliquer les acteurs? Ce n'est pas possible. Ce sont ces mêmes acteurs qui vont crier, voilà, on ne nous a pas associés, tout ça là. Mais quand on les associe, qu'est-ce qui se passe en réalité après? Ce sont eux également qui se retrouvent à donc trouver des idées
autre que ce qui est déjà défini pour sécuriser les choses, pour détourner donc en réalité cette idée noble. Donc je crois que aujourd'hui, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de durcir la législation en la matière. Il faudrait qu'il y ait véritablement de fortes punitions quand on met la main sur, que ça soit le fraudeur, que ça soit donc, je dirais, le corrupteur, le corrompu. Il faudrait que les deux courent les mêmes peines. Et il faudrait qu'il y ait même une autre réforme pour que désormais la criette même s'occupe de ça. Parce que Charles a dit, à la limite, mais c'est criminel. C'est criminel ce qui se passe là. Et donc, pour moi, on peut, pourquoi pas, et donc, donner ce travail-là à la criette pour qu'on voit dans quelle mesure même, pourquoi ne pas condamner les gens à de très lourdes peines, jusqu'à 30, 45 ans. Ah bon? Ah oui, parce que c'est criminel, parce que vous voyez ce que vous ne savez pas, perdre donc une vie humaine, c'est énorme. C'est énorme pour la famille, c'est énorme pour la nation. C'est énorme. Donc pour moi, je crois qu'il ne devait pas avoir une peine, je dirais, méchante en la matière. Non, non, nous devons être d'accord sur ça. Parce que ça ressemble au terrorisme. Au terrorisme, quelqu'un qui n'a pas, je dirais, donc les capacités requises pour pouvoir avoir son permis de conduire, prend donc un véhicule et conduit sur une route, je dirais bien une route qui appartient à tout le monde. Ce n'est pas lui seul qui passe sur cette route. Et donc, c'est du terrorisme tout simplement. Et pourquoi ne pas même travailler pour que ces peines-là soient même au-dessus de toute peine au monde? C'est clair. Et je crois que c'est en cela qu'on peut décourager ces auteurs-là. Parce que c'est parce qu'ils se disent, mais écoutez, si j'y vais, c'est à peine 1 mois, c'est à peine 6 mois, c'est à peine une amende, et puis je vais revenir, continuer donc mon sale besoin. C'est ça au fait. Et je crois qu'aujourd'hui, si les gens n'arrivent pas à prendre conscience de la chose, il faut les aider à prendre conscience de la chose. Et les aider à prendre conscience de la chose, c'est travailler à ce que vraiment il y ait donc de lourdes peines, tout simplement. Plus concrètement, peut-être permettre aux candidats de dénoncer ces responsables rançonneurs, parce qu'il faut le préciser, hein, à l'auto-école, ce n'est pas le plus discipliné qui est bien suivi, mais c'est plutôt celui qui donne beaucoup plus de l'argent. Charles Ronvaux. C'est souvent comme ça. Vous savez que dans plusieurs auto-écoles, quand vous allez déjà pour vous inscrire, on vous fait le prix. Et faire le prix, cela revient à vous poser des conditions, des modalités. Si vous voulez tout fournir, comme ils aiment l'appeler, et donc on vous fait la facture. Vous allez juste pour composer. Parfois, vous ne composez pas. Vous êtes à la maison, on vous appelle, on vous dit que le permis est prêt. Ou que vous composez normalement avec tout le monde. Et donc, vous avez votre résultat de façon clair et d'être, tout ça, donc vous n'avez rien à payer. Mais le tout fourni, en fait, c'est-à-dire, et les frais de formation, les frais d'examen et les frais de corruption. Vous payez en bloc au moniteur, il gère le reste, il vous appelle, il vous remet votre permis de conduire. C'est comme ça. Et ça se passe toujours. Malgré les réformes, il n'y a que quelques moniteurs d'auto-école qui, animés de conscience, qui refusent de le faire. Mais ces cas-là sont rares. Parfois, ils sont mal vus parce que certains creusets, ils se connaissent bien. Et si vous, dans votre auto-école, vous refusez de le faire, parfois vous êtes mal vu par vos pairs. Parfois, vous êtes mal vu par vos apprentis, tout ça là, parce que ils estiment que chez toi, tu es compliqué. Et même les apprentis sont à la trousse des candidats. Mais c'est comme ça. Donne 1000 francs, donne 2000 francs avant que je prenne ton dossier. C'est comme ça. Et donc, c'est tout un réseau de corruption. Mais je pense que il faut vraiment sévir. Parce que le Béninois est cet individu-là, quand vous faites preuve de facilité, et donc, ce qu'il a à faire, il ne le fait pas. Pourtant, il en est conscient. Mais il choisit la voie de la facilité. Il choisit la voie du laisser-aller. C'est comme ça. C'est pourquoi le citoyen béninois, sur des questions de genre, il faut badiner avec lui. Vous avez vu le cas de la dame qui a été écrasée, je crois, dimanche dernier. Nanjo. Avec son enfant. Avec son enfant. Dimanche ou Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un camion qui a klaxonné. Et donc, la dame a sursauté. Elle est tombée avec son bébé.
le camion l'a écrasé. Mais c'est mauvais. Parce qu'à l'auto-école, même pour des gens comme nous qui ne sont pas encore allés là, j'ai appris quand même que il faut rester à une certaine distance pour klaxonner. Surtout quand vous êtes avec véhicule camion. Surtout quand vous avez un véhicule comme le camion, dont le klaxon est tellement assourdissant parfois. Ça perturbe. Mais, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? D'abord, vous allez observer que au niveau des conducteurs de camions, d'abord, désormais, ce sont les enfants qui conduisent. Ce sont les petits enfants qui conduisent. Alors que par le passé, vous n'allez voir dans un camion qu'une personne de certain âge. Et s'il a passé son examen, il n'y a pas de souci, non? C'est ça. Mais il faut voir l'expérience. Il faut voir l'âge. Vous voyez, il peut avoir parfois même l'âge, mais l'expérience fait qu'on ne peut pas encore lui faire confiance, surtout par rapport au camion. Et vous allez observer que à Porto-Novo, comme dans d'autres villes également, ces derniers temps, il y a eu des cas répétés d'accidents. Mais ça doit pouvoir nous interpeller. Ça doit pouvoir nous interpeller et nous demander, mais comment est-ce que ces chauffeurs-là arrivent aujourd'hui à avoir leur permis de conduire? C'est une question. C'est vrai que nous aussi, citoyens, conducteurs de moto, tout ça là, parfois, nous tombons dans le non-respect des codes de la route, tout ça là. Mais lorsque vous êtes dans votre voiture, tous ceux qui restent là, il y a des motocyclistes, piétons, ceux qui ont vélo, sont toujours considérés comme des faibles. Et donc, il vous revient de faire attention à ces personnes-là. C'est de moins en moins qu'on constate ces choses-là. Vous allez observer des conducteurs de véhicules parce que vous êtes mal comporté un peu là, qui disent, je vais t'écraser et partir. Je vais t'écraser, l'assurance va supporter. C'est pour t'intimider, n'est-ce pas? Non, il y en a parfois, quand vous les voyez agir, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ils sont sortis, ils sont dans les rues pour écraser, effectivement. Pour tuer des gens. Des gens qui écrivent même sur leur véhicule ou leur camion, Dieu de la terre. Mais Dieu de la terre. Dieu de la terre. Mais regardez. Non, ce sont des pseudos. Quand dans ton quartier, tout le monde t'appelle Dieu de la terre, tu peux écrire ça sur ta voiture. Vous savez, dans quel esprit il est resté pour écrire cela? On ne peut pas écrire ça sur un véhicule, un camion. Un camion, et on file. Il a dit, comme nous aimons trop la France, quand vous prenez l'exemple de la France, on vous dira que si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas être au volant. Mais aujourd'hui, même si ce n'est pas quand même un camion, les petits véhicules là, on voit des enfants qui n'ont même pas encore 16 ans, parce qu'ils savent conduire, leur papa leur laisse le véhicule. C'est ça en fait le problème. À quel âge aujourd'hui on doit avoir un permis de conduire au Bénin? On va finir d'écouter Charles Ronvaux d'abord. C'est un véritable problème que nous avons avec ça. C'est vrai qu'il y a des réformes qui sont en cours, mais il reste encore à faire. Et ce qui reste à faire, c'est au niveau de ces conducteurs de camions là. Il faut voir, parce que par le passé, il y avait une réglementation. Mais est-ce que cette réglementation qui réglemente quand même, si je peux ainsi me répéter, c'est-à-dire qui impose les conditions dans lesquelles il faut être pour conduire un camion, est-ce que c'est toujours actuel? Parce qu'une fois encore, je le disais tantôt, désormais, ce sont des petits enfants que l'on découvre avec les camions. Mais ça pose un problème. La preuve, les accidents de camions deviennent de plus en plus répétés. Mais ça se pose, et le gars, il a son permis de conduire. Mais ça pose un problème. Est-ce qu'il ne faut pas trouver une solution à cela? Je pense que c'est oui. Mais mieux, est-ce que vous savez qu'il y a des gens plein dans nos rues, sur nos voies publiques, tout ça là, qui conduisent les véhicules sans permis de conduire? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas le passé que la police contrôlait les permis de conduire. Vous allez voir que ça devient de moins en moins. Je dis, il y en a plein aujourd'hui dans nos villes qui conduisent des voitures, des véhicules sans permis de conduire, parce que on a estimé que quand déjà il est sur la voie publique avec son véhicule, c'est qu'il a le permis de conduire. Alors qu'en réalité, il n'a pas le permis de conduire. Plus grave, il y en a qui portent sur eux des permis de conduire des amis, d'autres personnes. Ce n'est pas à eux. Et change la photo ou quoi? Ils changent la photo. Je vous dis que ce dont je vous parle là, moi j'ai vécu ça à Kobe le samedi passé. Nous, on allait pour une sortie à Abomey. Et c'est arrivé à Kobe, à l'entrée de la ville de Kobe, qu'on a découvert un contrôle des policiers. Et fortuitement, je vous dis que celui-là, le minimum qu'il a, c'est 60 ans. Donc il n'est pas un petit. Est-ce que vous pouvez imaginer que celui-là n'a pas son permis de conduire? Peut-être que c'est expiré. En tout cas, et il n'a pas renouvelé. Quand on l'a arrêté, et ils ont passé au contrôle, tout ça là, je ne sais pas si c'était vraiment le permis de conduire qu'on contrôlait. Toujours est-il qu'ils sont allés à ce niveau-là. Le monsieur n'a pas de permis de conduire.
Il n'avait pas le permis de conduire. Ou il donc, l'a oublié à la maison. Toutes les hypothèses sont en tout possibles. cas, la réponse, C'est qu'il n'a pas. parce que nous on s'est rapproché de la... On nous a dit que comment vous imaginez qu'une personne de cet âge-là N'a pas son permis. n'a pas son permis. Et il va loin. Ah oui. Il allait loin avec son véhicule. RAV4. Donc, des cas comme ça existe également dans nos villes campagnes. C'est autant dire à la police que, au-delà de ces pièces habituelles qui contrôlent là, qui continue également de... Il ne suffit pas de voir une personne conduire une voiture là pour dire que forcément il a son permis. Il faut vérifier ça également. Il faut voir si effectivement ce permis lui est attribué. Et mieux, le gouvernement aussi a parlé du permis de conduire pour les motos. C'est devenu quoi? Parce que là, je sais que oui, moi-même je suis dedans parce que je n'en ai pas, mais je conduis moto tous les jours. Mais je pense que quand il s'agit des réformes, c'est vrai que ça va bousculer les habitudes. Mais si ce sont des réformes qui vont nous amener à quand même changer au mieux nos comportements, je pense qu'il faut aller. Parce que l'homme de je ne sais quel village, il va une parcelle, ou bien il vend un bien, il prend sa moto, il vient en ville, il veut conduire ses médias. On rentre dedans comme on veut, on conduit comme on veut. Et quand vous voyez effectivement... Et on insulte tout le monde sur la voie. On insulte tout le monde. Le respect de codes, non, ça c'est autre chose. Son problème, c'est que la moto bouge. Si derrière ça bouge, c'est fini. Mais quand c'est comme ça, on aura de problèmes. Rouler en sens interdit ou en sens inverse là, c'est comme la règle de conduite au Bénin. Aller sur une voie publique comme celle qui mène à Adjara, la voie nouvellement construite là. On a vu presque tous les jours la police mener le contrôle là. Malgré ça, les gens continuent toujours de... On va revenir sur l'imprudence des uns et des autres. Pour le moment, on passe à Trévis Sotoou. La question des permis de conduire qui doivent être aussi appliqués à ceux qui conduisent les motos à 2 roues. Mais pourquoi faut-il toujours attendre que les autorités soient à nos trousses pour prendre nos dispositions nous-mêmes? Trévis Sotoou. Vous savez, l'être humain est difficile à maîtriser, est difficile à comprendre. Quand vous étudiez l'être humain, je crois qu'il est vraiment difficile à comprendre. Celui qui, normalement, est doté de toutes ses facultés, si nous voulons entrer un peu en philosophie, ne devrait pas donc agir de telle sorte. Mais malheureusement, on vous dira que, les philosophes vous diront que donc il y a l'inconscient qui parfois vient donc agir et mettre donc en cause, remettre en cause tout ce qui est donc le bon sens. C'est là le problème. C'est là le problème où je crois que ce qui devait être, c'est l'éducation. Il fallait quand même mettre l'accent sur l'éducation à la base. Quel est le système éducatif aujourd'hui au Bénin? Quelle est la valeur, l'importance de ce système éducatif? Est-ce que nous allons aujourd'hui à l'école pour être éduqués ou pour être enseignés? Je crois que c'est l'enseignement aujourd'hui qui prime donc sur l'éducation au Bénin. Et c'est dangereux. Et à la maison aussi, est-ce que on éduque aujourd'hui les enfants à la maison comme nous on nous avait éduqués? Non. Et l'État, et les parents, et la société, tout le monde a démissionné. Et Edouard, je parie bien que vous êtes donc d'un certain âge. Avant, vous ne pouvez même pas être dans les rues en train de faire ce que je vois. N'importe qui passait, qui est plus âgé que vous, est capable de vous donner quelques fessées d'abord et de vous conduire à la maison, voir vos parents et on vous fouette encore devant cet individu. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux oser faire ça à un enfant? Rapidement, c'est d'abord l'enfant qui te met à t'insulter. Ce sont ses parents qui prennent la relève, etc. Donc, tout le monde a démissionné aujourd'hui et ça fait que on ne fait que faire la promotion de la délinquance juvénile. Et c'est ça, en fait. Parce que lorsque l'éducation n'a plus sa place, mais on ne fait que donc assister donc à la délinquance juvénile. Et aujourd'hui, je crois que l'État doit revenir d'abord à la charge et savoir que même toutes ces réformes mises en place, toutes ces réformes ne peuvent que réussir si effectivement on retourne à la base, on retourne à l'éducation, à la bonne éducation et non à l'enseignement. C'est ça le véritable problème. Quand Charles parlait donc du contrôle, les policiers aujourd'hui détiennent vraiment quel moyen fiable pour contrôler si ce permis appartient à telle personne ou pas, si ce permis est vraiment original. C'est ça en fait le problème. Quand vous allez dans les pays développés, mais le policier dans son véhicule vous klaxonne, vous arrêtez, il vous dit voilà.
vous lui remettez son permis, votre permis, mais il est obligé de retourner dans son véhicule parce que son véhicule est doté des moyens qu'il faut. Et il tape en même temps sur son smartphone et voit dans le véhicule si effectivement ça appartient, ce permis-là vous appartient et c'est original. Non mais c'est ça en fait le problème. Surtout authentique. Authentique, voilà, surtout Oui. authentique. Oui. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui au Bénin, mais le gars présente juste le permis, on dit oui, on fait foi à ça et puis on dit bon, pâté. Alors que on sait très bien que l'être humain que nous sommes, nous avons toujours cette intelligence là à frauder, à fabriquer des choses, à contourner ce qui est mis en place. Mais ça n'est pas difficile à faire ici parce qu'on sait que tout est digitalisé. Tout est digitalisé. Quand vous donnez le numéro et on tape pour vérifier dans la base de données, n'est-ce pas? Tout est digitalisé. Regardez nos policiers qui sont sur les carrefours, au bord de la voie. On les a remis donc ces smartphones-là pour pouvoir vérifier. Non. Mais quand est-ce que le policier se met à vérifier? C'est quand il soupçonne qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais c'est ça au fait. Maintenant, si le policier soupçonne que quelque chose ne marche pas et va vers le conducteur lui dit mais c'est quoi? Voilà mon permis. Le policier ne le laisse. Est-ce que on forme également nos policiers? Parce que il faudrait qu'il y ait la formation continue. Ce n'est pas fini donc quelques mois de formation dans un camp sorti et tout est fini. Non. Est-ce que les policiers continuent d'être formés? Parce que n'oubliez pas, le monde évolue. Et il faudrait que nous puissions également évoluer avec ce monde. Et donc, si en temps, le policier a été formé sur un véhicule manuel et vous voulez aujourd'hui que le policier puisse contrôler un véhicule automatique, est-ce que les réalités sont les mêmes? Les réalités ne sont pas les mêmes. Si en temps, ce policier n'avait pas lui-même développé ses connaissances en matière donc, de véhicules automatiques, mais c'est normal que le gars n'ait rien comme connaissance en la matière et contrôler donc ce chauffeur. Donc je crois qu'aujourd'hui l'État doit pouvoir aussi apporter une formation continue à ces policiers, à ces agents de police pour que nous puissions vraiment limiter les dégâts. Et surtout je mets l'accent sur l'éducation à la base. Finissons avec donc l'enseignement et retourner à la case de départ. Au temps donc du régime révolutionnaire, on parlait du ministère de l'éducation. Et non, le ministère des trois ordres aujourd'hui que nous avons, enseignement par-ci, mais par-là, je ne sais quoi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut retourner à la case de départ, apprendre de la bonne manière. Les cours de civisme et douane sont devenus quoi aujourd'hui dans nos écoles? Donc, en clair, je dis un mot, en clair, c'est faute de l'éducation que les uns les autres ne savent pas qu'il faut aller prendre leur permis de leur propre gré. Ben, écoutez, vous croyez que l'enfant à qui vous dites que ce n'est pas bon de voler, vous, en tant que parent, vous dites que ce n'est pas bon de voler, et l'enfant vous voit après voler, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va continuer par voler. Et parce que c'est ce qu'il a reçu de vous en tant que père, en tant qu'enfant. Et donc, je crois que aujourd'hui, l'éducation a sa place. Et il va falloir qu'on mette l'accent sur ça, je vous assure. Parce que la plupart, regardez les conducteurs de la majorité des conducteurs de taxi, appelé là. Regardez la majorité. La majorité, c'est des jeunes. Et regardez comment ils se comportent. Mais à la limite, ils se comportent comme des drogués. Tu paies même, tu leur donnes ce qu'ils te demandent et tu veux quitter Cotonou pour Porto Nouveau. Mais parfois, on te dépose sur la voie pour dire, écoute, il doit y avoir changement. Et on t'insulte sur tout le trajet. On t'insulte encore. Et si tu ne cours pas pour sauter dans le véhicule, mais c'est fini pour toi. Mais vous voyez ça? Mais c'est ça, en fait. Donc, c'est l'éducation. Moi, je dis c'est l'éducation qui manque par ici et les choses se passent de cette manière. Après tout, Charles Ronvaux, il faut s'auto-éduquer parce que c'est la vie humaine qui en dépend, n'est-ce pas? C'est vrai, mais vous allez observer que les parents que nous sommes, tous les jours que Dieu fait, nous courons derrière l'argent, nous courons derrière le mieux-être et donc très peu de parents s'occupent de l'éducation de leurs enfants. Le fossé est d'abord à ce niveau-là. Les écoles aussi ont démissionné parce que Crévis parlait tantôt du ministère de l'enseignement. Et donc, ça revient juste à dire que je viens en tant qu'enseignant pour enseigner, mais leur éducation m'importe peu. Sinon, on ne me dit rien. Peut-être on a départi les rôles, la maison pour l'éducation, l'école pour l'enseignement. Bon, voilà les résultats. Et donc, je pense que c'est vrai, on nous dira qu'au-delà de tout, l'enseignant est d'abord un éducateur. Mais si vous lui avez mis en tête qu'il est là pour enseigner, et tout ce qui va avec tout ce qu'on a connu dans le système éducatif, à savoir que
on a enlevé le châtiment corporel. Je ne fais pas la promotion du châtiment corporel. Non. Moi, je n'aime pas trop cette expression. C'est quoi le châtiment corporel? Est-ce qu'avant, on châtiait? On ne châtiait pas. Il faut dire plutôt taper, corriger. Châtiment, c'est à la limite ligoter quelqu'un. Vous voyez, ce débat-là, oui. Les gens savent ce qu'ils ont gagné dedans. C'est pourquoi ils en ont fait la promotion. Et voilà les résultats devant nous. Vous voyez, à savoir que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils sont conscients de ce qu'ils sont passés par la chicote pour être là où ils sont. Mais c'est eux qui font la promotion aujourd'hui. Je dis, je ne suis pas contre, mais la campagne qui a suivi, la mobilisation qui a suivi, les interventions qui ont suivi, les agissements, les comportements qui ont suivi, ont fait que l'élève, l'apprenant, ne respecte plus son enseignant aujourd'hui. Même l'éducation qu'il lui donne là, l'enfant prend ça à la légère. Parce qu'on a déjà inculqué à l'enfant que le maître, le professeur qui est devant toi, c'est un frère, c'est un ami à toi, il ne peut pas te toucher. Vous voyez les codes de contrôle venir dans les salles de classe là, la première réaction, c'est d'aller fouiller les casiers, c'est d'aller fouiller les armoires, aller découvrir peut-être un bâton, voir une chicotte là, soulever ça devant les enfants et leur demander qu'est-ce que le maître fait avec ça. Est-ce que vous chicote avec ça? Et donc, vous voyez un peu. Donc, l'éducation là dont vous parlez à la base là, ça a faussé déjà. Vous voyez, les enfants ne respectent plus les enseignants. Ils arrivent jusqu'à porter main. Les enfants qui vont à l'école armés contre leurs enseignants. Parce que l'enseignant l'aurait réprimé par rapport à une faute commise, tout ça là. Et donc, l'éducation là, dont vous parlez, ça a venu d'où? La maison a démissionné, l'école a démissionné. Il y a peut-être, je dis bien, peut-être les dirigeants religieux, dans certaines églises, dans certains couvents peut-être, qui peuvent encore dire quelque chose. Mais on va à l'église quand? Une fois par semaine. Bon, c'est vrai qu'on a multiplié les actions désormais et puis dans toutes les conversations religieuses, chaque jour que Dieu fait, on va à l'église. Mais je pense encore qu'il y en a qui n'y vont pas du tout. Voilà. Comme Clévis Soto. Ouais, ça avec vous, hein. Aller prier, c'est beaucoup plus pour aller payer les quêtes, tout ça là. Donc c'est désormais, ce n'est plus. Donc presque sur toute la ligne, tout le monde a démissionné. Et donc, ce sont quelques rares parents qui sont vraiment conscients de l'enjeu, qui s'occupent de l'éducation de leurs enfants. Et qui parfois, cette éducation est détruite également dans les rues. Parce que vous êtes parents, vous avez donné une ligne à votre enfant, vous allez au service, il est sorti, il est allé à l'école, il est allé au cours, il se retrouve parmi ses pairs. Si l'enfant n'est pas encore totalement mûr, c'est très facile qu'il oublie ce que vous lui avez donné comme directive. Et donc, cette affaire de auto-école, où aujourd'hui, on découvre de plus en plus des hommes, des jeunes qui ne respectent pas le code de la route. C'est vrai, vous avez parlé de l'éducation. Mais tant que lui-même, chauffeur, conducteur, ne va pas prendre conscience de l'enjeu, c'est un problème. Parce qu'il y a également cette affaire d'assurance-là, qui peut-être donne l'assurance au conducteur de faire de n'importe quoi. Je t'écrase, l'assurance va supporter. Voilà des thèmes. Parce qu'on a trop cotisé, on ne sait pas à quoi l'argent va servir. Parce que depuis des années, il conduit, il n'a jamais connu ça. C'est peut-être une expérience pour lui également de vivre ça, pour savoir comment l'assurance supporte tout ça là. C'est peut-être ça également. Et donc, à ce niveau, il y a un véritable problème. Au point où, quand vous êtes en circulation, vous avez peur. Vous avez le stress qui vous anime, qui vous habite totalement. Parfois, avec ce stress-là, vous conduisez mal. Parce que celui qui est derrière vous, il fait de n'importe quoi. Ou bien il est devant vous, il fait de n'importe quoi. Il peut garer à tout moment. Il peut faire le crochet sans signaler. C'est comme ça. Il y a un véritable problème qui se pose en matière de sécurité, routière dans notre pays. Et je pense que l'État peut mettre maintenant à profit les radios communautaires, mettre à profit les moniteurs d'école, d'auto-école, leur fait des programmations d'émissions, surtout dans les langues locales, pour leur dire comment on doit se comporter dans les rues, quels sont les comportements qu'on doit avoir, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, quels sont les interdits de la voie. Il y a plein de personnes qui sont dans les rues, qui circulent, mais qui ne savent absolument rien du code de la route. Et des cas d'accidents comme ça, là, ça va toujours exister. Et malheureusement, c'est parfois vous qui respectez le code là, c'est vous qu'on vient cogner. Malheureusement, souvent c'est comme ça. Vous qui respectez là, on vient vous cogner dans votre, c'est-à-dire au moment où c'est-à-dire les tests vous donnent le droit de circuler, bien de rester debout quelque part, tout ça là. Parfois c'est comme ça. Donc, je pense que la conscience du conducteur, oui, mais l'État aussi quelque chose à faire, à savoir que les sensibilisations, les recyclages, les rappels à l'ordre, de façon régulière, il faut mettre à profit les réseaux sociaux, les chaînes de radio, pour que la sensibilisation soit permanente. Ce n'est pas descendre dans les rues chaque jour, arrêter les motos, les garer au commissariat, le même monsieur vient, le lendemain, il paie quelque chose à la fourrière, il reprend la moto, il reprend encore avec les mêmes bêtises. Ça veut dire que on ne finira pas avec ça. Les cas d'accident vont toujours
se produit. Donc là-bas également, c'est au niveau de l'État central qui doit en faire une priorité. Pourquoi ne pas inscrire une partie du respect du code de la route, comme je l'ai dit, les notions qui sont enseignées dans les auto-écoles là? Pourquoi ne pas mettre ça dans le système éducatif? Mais on le faisait au primaire, je ne sais pas si ça existe encore. Est-ce que ça existe encore? Et quelle est la durée qu'on a donnée à ça? Il faut voir. Parce que l'enfant qui évolue juste après le bac, les parents peuvent lui offrir une moto. Il commence déjà par conduire. Mais il n'y a pas que la moto bouge pour dire que c'est conduit. Non. Parce que la voie a un langage. Vous quittez ici, mais vous tombez sur une voie. Vous voyez des traces, ça signifie quelque chose. Vous voyez des flèches, ça signifie quelque chose. Vous voyez il y a toujours la voie a un langage. Et il faut l'apprendre. Parce que quand vous engagez sur une voie, vous rentrez dans une nouvelle communauté. Et cette communauté-là, il faut des règles pour y vivre. Et tant que vous ne connaissez pas ces règles-là, vous allez toujours enfreindre. Vous allez toujours marcher sur... c'est-à-dire, vous allez détruire les choses, vous allez mal vous comporter. Et mal vous comporter, ça crée des ennuis à d'autres personnes. Je pense qu'au niveau des écoles, on peut faire quelque chose en donnant une place de choix à ces notions-là à apprendre pour le respect du code de la route. Crévis Soto, est-ce qu'il ne faut pas fondamentalement axer la discipline dans le rang des conducteurs de motos, surtout les motos à 2 roues, peut-être à 3 aussi, parce que sur les voies, on note toujours que c'est eux qui sont les plus indisciplinés, qui conduisent n'importe comment et n'importe où, pourvu qu'on arrive à destination le plus tôt possible. Non, mais je crois que discipliner uniquement des conducteurs de taxi moto non, je dis surtout. Oui. Surtout, je crois que le gouvernement le fait à travers le ministère de l'Intérieur et qui se rabat sur la police républicaine souvent. J'ai été à plusieurs séances, j'ai couvert plusieurs séances de la direction départementale de la police républicaine de l'Ouémé, par exemple, où j'ai vu le DDPR Ouémé Dieudonné Diaho a sensibilisé ses conducteurs de taxi moto à plusieurs reprises. Même, vous savez, moi je crois que c'est peut-être des sensibilisations qui vont normalement être pérennisées et qu'il faut étendre également, pas uniquement aux conducteurs de taxi moto, mais aussi aux conducteurs de véhicules, de taxi véhicules, tout usager, je dirais, même parce que, vous savez, depuis moi, je conduis, je n'ai jamais su que crassonner, même, c'est une faute. Crassonner, on ne crassonne pas n'importe comment. Moi, je ne l'ai jamais su. Même à la maison, n'importe où, et vous revenez même à la maison, vous n'avez pas le droit de crassonner comme vous voulez. Moi, je ne l'ai jamais su, et je ne l'ai jamais su qu'au Bénin, il existait donc une loi qui punit cela en la matière. Moi, je ne l'ai jamais su. Donc, c'est au cours de cette sensibilisation que moi j'ai su que effectivement, même si vous voulez sortir de votre maison et vous crassonnez n'importe comment, votre voisin peut saisir la police et bienvenue les dégâts. Et je crois que peut-être qu'il faut passer aux radios communautaires, comme disait Charles Honvo. Je crois qu'il doit y avoir effectivement des séances de démission. Ça nous concerne. Est-ce qu'il faut dire que c'est forcément au gouvernement d'organiser cela? Je crois que en tant que radio communautaire, en tant que tout organe, pas forcément radio communautaire, tout média doit pouvoir quand même prendre ces sujets-là à bras le corps pour pouvoir... Nous, on le faisait tous les mardis. Tous les mardis, c'est programmé comme ça au niveau de la radio scolaire éducative. Tous les mardis, on reçoit un moniteur de toute école et on prend sujet par sujet. On prend thème par thème et on décortique. Les moniteurs clean, comme on dit, c'est eux que vous recevez. Ils viennent et on laisse même la ligne aux auditeurs pour poser leurs préoccupations. N'oubliez pas quand même qu'il y a forcément un écart entre les paroles et les actes. Mais tout qu'on fait, vous avez eu le mérite de le faire. Je crois que chez moi également, on l'a fait à plusieurs reprises. Mais le problème est que aujourd'hui, je crois que ça ne va pas être uniquement les moniteurs. Il faudrait... Parce que, est-ce que les moniteurs dont on parle même maîtrisent trop la législation qui régit souvent les conditions de conduire au Bénin? Je crois que ça doit être une occasion de lancer un appel à la police républicaine également. Parce que c'est tout un problème lorsque vous voulez avoir un agent de la police, par exemple, pour tel sujet ou tel sujet. Il va falloir quand même que le gouvernement pense, le ministère de l'Intérieur pense également créer, je ne saurais le dire, mais ne serait-ce qu'une agence policière qui est disponible, s'il faut le dire ainsi, à répondre quand même à ce genre de questions, à ce genre de préoccupations aux professionnels des médias. C'est très important parce que il y a quand même certaines choses qui
les aires réservées, et ce sont eux qui sont donc, je dirais, compétents en la matière pour pouvoir parler de ça. Et je crois qu'aujourd'hui, il va falloir quand même que ça soit au niveau de la police européenne, que ça soit également au niveau donc de la justice, pour qu'on puisse aider nos citoyens et nos concitoyens donc à mieux maîtriser et les textes de loi qui sont donc en vigueur dans la République, parce qu'un moniteur qui va parler jusqu'à parler en matière de pénal, je ne crois pas que ça va marcher. Donc les moniteurs viennent parfois parler uniquement de ce qui concerne les conditions d'obtention de permis. Donc je crois que ce qu'il faut faire, c'est que, je le dis et je le répète, il faudrait que les cours de civisme à la base soient donc une réalité, que ça soit à la maison, que ça soit à l'école. Nous, on a eu la chance donc d'être éduqués de cette manière, et je crois que c'est parce qu'on a été éduqués de cette manière que nous sommes aujourd'hui là à sensibiliser les gens. Mais si cette jeunesse qui est en train donc de sombrer, on n'arrive pas à faire quelque chose pour la sauver, je crois que demain, ils n'auront pas même, elle n'aura pas, cette jeunesse, elle n'aura pas donc la possibilité de nous remplacer et de sensibiliser, parce que elle va dire quoi? À qui? C'est ça, en fait, le problème. Charles Renvort, pour finir sur le sujet. Vous savez, nous parlons des auto-écoles, nous parlons des sensibilisations, du cours, tout ça là. Mais vous savez que entre le cours reçu, entre l'examen passé de façon brillante également, et l'exercice du métier sur le terrain, il y a un fossé. Un monsieur qui a suivi normalement les cours du début jusqu'à la fin, n'a pas fait preuve de corruption, passé normalement son examen, est reçu, mais une fois dans l'exercice de ce qu'il a appris là, devient de n'importe quoi. Cela revient à dire quoi? Ceux qui montent sur les voies publiques avec des soucis dans la tête, des soucis au cœur, des problèmes au cœur, les tests disent qu'en réalité, lorsque vous avez un problème là, ne touchez pas à votre volant. Mais est-ce que les gens respectent ça? C'est une question. Voyez, l'autre chose, la consommation des stupéfiants. Vous avez vu récemment, le gouvernement a sorti un communiqué pour arrêter la consommation de ces boissons en sachet-là. Mais qu'est-ce qui est fait jusque-là? Mais qu'est-ce qui est fait? Quel est l'état des lieux? Allez voir les bonnes dames qui vendent ces produits-là. On a juste déplacé. Et il y en a qui pensent que c'est en consommant qu'ils vont mieux conduire. Mais c'est comme ça. Ouais. Et puisqu'on a rendu ça à un prix accessible, 100 francs. Plutôt que d'aller payer le litre, je ne sais pas, à 3500, 5000, je ne connais même pas le prix. Mais le monsieur a la consommation à 100 francs, 125, 150. Il va en prendre assez. Et pour lui, comme vous l'avez dit, c'est en se saoulant qu'on est bien au volant, qu'on conduit bien. Ils vous diront qu'ils ont de l'inspiration. De l'inspiration. Donc, il y a là également un problème de conscience. Parce que le moniteur ou je ne sais qui ne peut pas être derrière lui tout le temps. Donc, il n'y a que lui et lui seul qui doit se dire, mais ce véhicule que j'ai pris là, cette voie que j'ai engagée maintenant là, j'ai engagé la vie de plusieurs personnes à la fois. Et donc, je dois respecter leur vie, en respectant moi-même ma vie d'abord. Je pense que c'est l'essentiel à demander aux uns aux autres. Et surtout nous-mêmes, usagers de la route là, faisons attention. Parce que parfois, vous pouvez être dans la droite ligne de là où vous devez être, c'est-à-dire de ce qui vous revient en tant que citoyen, que les gens viennent vous coller. Donc, il vaut mieux être aux aguets et tout surveiller. Vous savez, on nous a dit à l'école que le piéton marche toujours à sa gauche. Face aux motos. Face au danger. Véhicule. Vous voyez. Oui. Aujourd'hui, vous allez voir plusieurs personnes dans les rues qui marchent. On marche dans la direction de là où on va. Voilà. Et on fait dos au danger. Mais quand le danger vient du dos, comment vous pouvez savoir? Et mieux, quand vous voyez même le danger venir là, il faut me fuir. N'attendez pas à dire que mais ici, je suis sur ma droite. Non. Il faut me fuir le danger et être quitte. Plutôt que de chercher à dire mais c'est lui qui n'a pas... Non. Il me voit. Il me voit. Il doit s'aider. Parce que vous qui connaissez le code de la route là, rien ne vous prouve que lui qui vient là, il connaît le code de la route. Il a peut-être quitté un village, ou bien même il est de la ville, mais ne s'est jamais informé sur ça. Son problème, c'est de circuler. Des cas comme ça, il faut les éviter. Voilà. Merci à vous. On va faire un tour de table ou deux tours de table, si vous voulez, avec ce sujet qui devient carrément une interrogation parce que nous notons beaucoup plus de morts dans cette année 2024. Nous lisons dans les colonnes de plusieurs canards ce matin qui nous apprennent le décès du chef du 4e arrondissement
président Razak Radji. Finalement, on se demande qui sont ceux-là qui verront 2025. Crévis Soto. Ah mais moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Non mais écoutez, c'est vrai que on dit souvent que le Bénin est vraiment reconnu en matière de spiritualité, tout ça là. Mais moi, je suis pas un divin malheureusement et je ne pourrais vous le dire. Mais tout simplement, ce que je peux dire, c'est ceux qui, parce que c'est un examen où personne n'échoue. Je dirais tout simplement que c'est ceux dont leur nom ne se retrouve pas encore sur la liste. Parce que, vous savez, moi j'ai l'impression que Dieu a déjà établi sa liste. Et quand on commence pas à vous appeler comme en classe, tel nom, tel pion, vous dites présent et c'est fini, quoi. C'est parti. Et donc, je crois que ceux dont leur nom ne figure pas sur la liste 2024 verront forcément 2025. Maintenant, ceux dont leur nom ne figure pas sur la liste également et qui essaient donc de se comporter comme un être humain doit se comporter, comme celui qui respecte donc les règles de la nature, celui qui respecte son prochain, celui qui se respecte lui-même et qui contrôle son alimentation. Il y a énormément de soucis aujourd'hui. Je dis et je le répète, c'est ça qui parfois donne aussi un sens à la vie. Donc, vous ne pouvez pas vivre sans mourir un peu. J'aime cette chanson-là. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parfois mettre de côté les soucis, savoir que, attention, demain sera forcément la meilleure ou certainement la meilleure. Et ce qu'il faut faire, c'est de travailler à préserver ce demain, à voir ce demain pour voir ce qui va se passer. Mieux de le faire ainsi que de chercher à partir et laisser donc ce demain-là. Donc je crois que nous ne pouvons que souhaiter sincèrement nos condoléances donc d'abord à la famille de l'Irus disparu et également donc à la mairie de Porto-Novo, puisque c'est quand même une autorité de la mairie de Porto-Novo qui vient de partir. Nos condoléances également au peuple béninois, puisque c'est un digne fils du Bénin qui vient de partir également. On présente ainsi à l'unisson les condoléances. Mais Charles Ronvor, est-ce que c'est le TOFA 2024 qui suit son cours comme ça? Vous savez, je suis de ceux-là qui avaient estimé que 2024 serait un peu apaisé. Parce que rappelez-vous, 2023, on a connu des cas de mort également comme ça. D'abord les suicides, les pendaisons, plusieurs cas de mort, on en a enregistré en 2023. Et on disait que en 2024, ce serait une année paisible, tout ça là. Malheureusement, on constate que c'est le même cas, où on a tendance à croire que ça allait même de dépasser ce qu'on a connu en 2023. C'est vrai que nous existons et nous devons mourir un jour. La mort a toujours existé, la mort a toujours tué, mais de plus en plus, c'est la mort à la fleur de l'âge, la mort des jeunes. C'est ça qui inquiète en fait. Vous avez cité le nom du arrondissement. Il n'y a pas que lui. Et hier également, dans la même journée, il y a un jeune de la vingtaine, de la trentaine ou plus, qui est mort également. Des cas comme ça, on en a connu plusieurs. Ces derniers jours, c'est comme ça. Un jeune qui, dans mon village la dernière fois, c'est un policier, lui. Il est descendu de la garde, il devait rentrer, et puis il dit non, pourquoi rentrer, aller à la maison maintenant, aller me promener, tout ça, je pouvais rester ici. Il est là, il est allé se coucher, là où j'en ai l'habitude de se coucher, quand ils sont au repos. Oui. Eh bien, il a sonné l'heure pour qu'ils aillent au moins se promener, les amis l'appellent, il ne répond pas, on va le toucher, certainement qu'il dormait, et puis il est déjà parti comme ça, 32 ans, vous voyez. Mais des cas comme ça existe tous les jours. Et c'est ça qui inquiète en fait. Ce n'est plus la mort des personnes âgées, c'est désormais la mort des jeunes. 30 ans, 36 ans, 35 ans. Quand il vous arrive parfois d'aller au niveau de nos cimetières, ça devient horrible. Ceux qui meurent aujourd'hui, ce ne sont plus des personnes âgées. Si bien que quand quelqu'un a 60 ans aujourd'hui, on dit, mais il a grandi. Hein. Non mais 50 ans déjà. Oui, 50 ans, on dit, il a fait 100 ans, il a grandi. Mais ça devient préoccupant. 30 ans, 32 ans, 35 ans, 40 ans, 42 ans, c'est désormais des mots comme ça que nous enregistrons. Et ça doit pouvoir nous inquiéter. On a évoqué le cas des accidents, pas toujours les accidents. Désormais, il s'est couché, il s'est plus retrouvé, et puis il a été malade de quelques jours, et puis il est parti comme ça. Mais ça doit pouvoir nous inquiéter. Mais vous avez évoqué le cas du TOFA. Je pense que nous sommes dans un pays africain. Et mieux, l'homme n'est pas que physique, l'homme est également spirituel. Et l'expérience a montré que c'est-à-dire le spirituel ou bien l'invisible là, parfois prend le pas sur le visible. À savoir que c'est parfois l'invisible là qui dirige même le visible. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible là, que parfois nous ne maîtrisons pas. Et ça qui fait que nos parents, ceux qui nous ont donné la vie, n'ont pas mené leur vie comme ça. Il y avait ce qu'on appelait le Huefa.
il y avait ce qu'on appelait aussi, je ne sais pas le nom spécifique, le fa individuel. Cela revient à ses parents, parce que moi j'ai grandi, j'ai fait quelques années dans un village avant de quitter. Les vieux de ce quartier-là, en ce moment-là, se rassemblaient et construisaient le fa au nom de ce village-là. Et s'il y a un sacrifice à faire, on le faisait. Quand ils ont fini ça, chaque chef de famille va chez lui, il consulte le fa au nom de sa famille. Sacrifice, on le fait. Et chaque chef de ménage, dans son foyer maintenant là, consulte également son fa. J'avoue que on n'a pas connu ces cas de mort répétés là dont nous parlons aujourd'hui. Parce que le fa prévient. Le fa prévient que demain, après-demain, dans 1 an, dans 10 ans, il pourrait avoir un danger. Je sais que les gens ne seront pas d'accord avec moi parce que on fait de l'hypocrisie aujourd'hui à dire que tout le monde est chrétien alors que nous sommes pleins dedans à aller dans la religion traditionnelle. Ok, dans ces religions-là où on fait la vision, c'est vrai qu'il y en a qui mentent également. Mais dans leur rang, il y en a également qui disent la vérité. On vous dira que le fa aussi ment. On vous dira également que le fa aussi ment. Encore que, oui, dans ce rang-là également, il y en a qui sont venus. Ce n'est pas le fa qui ment, mais plutôt celui qui l'interprète. Celui qui interprète, ou bien n'a pas été bien formé et dit de n'importe quoi avoir de l'argent. Des cas comme ça. Donc, soit vous êtes dans la religion traditionnelle, il faut désormais aller consulter le fa pour voir, mais mon devenir là. Il y a quelqu'un qui a chanté, qui a dit que non, c'est pas parce que vous vous portez bien aujourd'hui que vous n'allez pas avoir votre devenir, votre futur. Ah, mais qu'est-ce que la nature me réserve demain? C'est très important. Ça ne se fait pas. Et c'est mauvais. Nos dirigeants, je dis, au départ, je condamnais un peu ceux qui consultaient le fa sans l'avis du gouvernement. Parce qu'on dit, mais on vous a rien commandé, vous consultez le fa, et après vous vous demandez de l'aide pour... Mais non, je pense que c'est dans l'esprit que rien n'arrive à la population. Je ne pense pas que quelqu'un qui se lève et qui va consulter le fa au nom d'une population veut du mal à cette population-là. C'est ce qui se faisait. C'était comme ça que nos parents ont vécu. Pourquoi nous tournons dos totalement à ces choses-là et qu'aujourd'hui, on ne pratique que les réalités venues d'ailleurs? C'est une question que je me pose. C'est une question, hein. Le temps est malheureusement parti. On va poser cette question que vous abordez. On va la poser à Charles Ronvor, à Crévis Soto pour fermer les pages de ce numéro 2. Que dit la presse? Crévis Soto, faut implorer les ancêtres finalement. Ça c'est clair pour moi qui officie donc dans une radio culturelle. Je vous assure, quand vous trouvez vraiment le bon, ça marche toujours parce que ce sont donc nos réalités. Aussi, ce que il ne faudrait pas perdre de vue, c'est la manière dont nous consommons aujourd'hui. Quelle est la qualité des produits que nous consommons aujourd'hui? Il ne faut pas perdre cela de vue. Vous allez dans les villages aujourd'hui, vous allez voir encore des mémés. Moi, j'ai encore ma grand-mère maternelle et ma grand-mère paternelle qui vivent encore. Et c'est des dames qui dépassent plus de 135 ans déjà. Ah bon? Je vous assure. Et parfois même, ça me donne des soucis. Ça me donne des soucis. Et donc, c'est pour vous dire que, mais quand je vais là-bas, par exemple, et je vais au marché, j'achète le poisson, j'amène, elle m'insulte. Elle dit, mais moi, j'ai pas besoin de vos poissons pourris là. Ce que j'ai besoin, c'est mon douévi, c'est mon tchéké. Aller au champ, me trouver donc les feuilles de manioc là, et venez me nourrir, ça me suffit. Gardez votre histoire de viande et autres là. C'est clair. Je vous dis, ma grand-mère ne connaît pas ce que vous appelez poule pondeuse, tout ça là. Non. Vous autres ne connaissez pas ça? Non, ma grand-mère ne connaît pas ça. Elle dit, c'est quoi? C'est vos proventes là, moi je ne peux pas prendre ça là et être en bonne santé. Vous voulez me tuer, c'est ça? C'est ce qu'elle me dit chaque fois. Et donc, si elle veut manger de la viande, mais ça ne peut que être, je dirais même, si c'est la viande de mouton, que le mouton qu'elle-même, elle connaît. Je vous dis qu'elle-même, elle connaît. Connaît comment? Ça veut dire qu'elle a quelqu'un élevé ou c'est elle-même qui a élevé ça. C'est ça, en fait. Donc, comment elle ne va pas donc grandir ou survivre? Mieux se porter. Mieux se porter, c'est ça. Aujourd'hui, en ville, on va prendre de l'argent pour payer quoi? La mort. La mort. Les poissonneries, c'est de la mort. C'est de la mort. Ces chambres froides là, c'est de la mort. Parce que les poissons restent d'abord pendant des jours avec le pêcheur qui retourne mettre ça maintenant quelque part et on transporte ça par bateau qui fait des mois avant de venir. Mais et vous voulez manger ça là et survivre comment? Ce n'est pas possible. Donc je crois qu'aujourd'hui on ne mange... Surtout avec des produits chimiques. Avec des produits chimiques, je crois qu'aujourd'hui on ne mange pas sain. Les sardines, regardez de quelle qualité ces produits-là sont. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que même du pain aujourd'hui même, est-ce qu'on connaît véritablement la qualité du pain que nous prenons aujourd'hui en ville? Donc, je crois que la manière de consommer aussi nous tue aujourd'hui
et c'est du poison que nous prenons petit à petit déjà à bas âge, et on commence par garder, je dirais donc, ces séquelles-là, ces conséquences-là qui sont là, et à 30 ans, à 40 ans, tout simplement, ça prend donc le dessus, on n'arrive pas à survivre et malheureusement, c'est la jeunesse qui paie et c'est la nation qui paie parce que c'est la jeunesse qui constitue donc la relève d'une nation. Je crois que les autorités doivent pouvoir penser à ça, sinon c'est vraiment dangereux et ça inquiète pour l'avenir de notre pays. Et on va aussi prier ceux qui préparent les nourritures d'avoir pitié de nous, les consommateurs. Merci à vous, Clévis Soto. Je rappelle que vous êtes de la